Je voulais le demander, André. André, est-ce que tu as des spécialistes pour faire les jeux à 5? Par exemple, qu'on a parlé avant des placements, tu mets un droitier à droite, un gaucher à gauche. Moi, perso, moi, je mets normalement, j'ai 2 joueurs qui font les travail des gardiens volants parce que j'aime bien avoir les gardiens volants le plus proche à la zone des changements pour faire les changements. Alors, même au tirage au sort, quand je suis en train de faire le tirage au sort pour savoir de quel terrain je commence, j'essaie de choisir les terrains qui me favorisent plus pour la fin de match. Parce que peut-être que mon spécialiste pour faire les jeux à 5, il est droitier et alors je vais le mettre dans le côté gauche. Alors, je vais attaquer la première mi-temps, les premières périodes vers la droite. Est-ce que tu as des spécialistes pour faire ça ou tu travailles toujours les gardiens volants offensifs avec les mêmes joueurs et tu as 2 joueurs par place, je sais pas, ou tu travailles tous les gardiens volants avec tous les joueurs de ton équipe? J'étais à te dire que tu commences à… Je vais dévoiler ma manière de travailler. C'est juste le son. Voilà, le son. Voilà. Comment j'ai fait? Attends, je vais me connecter. J'ai pas de son. Pas d'internet. Ah voilà, c'est bon. Voilà, j'aime bien parce que c'est le son qui vient, qui zoome. Comment je travaille, Rafa? Aujourd'hui, tu as dévoilé quelque chose, c'est très important. Quand je prépare mon PowerPlay, la première chose que je dois avant de placer, c'est de savoir où je vais et quel système je vais utiliser, mais j'ai placé mon joueur. Je suis tout à fait d'accord avec toi, je partage ton avis. Mon powerplay aussi, c'est toujours le joueur plus près de bon. OK? Tout près de bon. Justement, au cas où c'est lui qui va sortir, mon gardien, il va rentrer. Ça, c'est ta première réponse. J'ai 2 gardiens. J'ai deux joueurs qui font le powerplay. Un droitier, un gaucher. Ça dépend j'ai fait différent avec toi, j'ai cette chance d'y voir 2. Un droitier, un gaucher. Ça dépend du côté que je vais utiliser. Je vais mettre un. Justement, celui-là qui est toujours proche de mon bon. Et à partir de n'importe quel système je vais utiliser, mais ils sont placés automatiquement près de mon bon. Okay. Une question intéressante parce que moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Cléné, et une des premières choses que j'ai fait, c'est changer les côtés où on faisait l'échauffement des matchs. Parce que nous, on avait 0 crochet, 0 aucun. Donc, ça conditionnait beaucoup déjà tous les coups de pied arrêtés, etc. Et surtout les powerplay. Donc, ils avaient l'habitude de s'échauffer à côté droit du terrain. On a dit, il n'y a pas beaucoup d'équipes que quand ils ont le choix de choisir un côté ou l'autre, ils vont prendre le choix de changer. Donc, on faisait déjà l'échauffement au côté gauche. Des fois, c'était l'autre équipe à choisir. Et ceci, on reste là, on s'en fout. Et nous, on ne s'en foutait pas parce que ça changeait beaucoup pour nous. C'est une question importante. Je pose une question à vous et aux autres collègues sur notre groupe. Est-ce que cette place tout près de bon, échanger un jour, elle est vraiment importante dans le power play? Ou est-ce qu'il ne serait pas mieux de mettre ou de trouver un joueur qui a un peu plus de caractéristiques pour défendre un ballon et comme ça tu peux les mettre peut-être dans les autres positionnements que celui qui Jacques, qui André, il aime bien à côté de bon? Je n'ai pas encore une opinion formée. Je pose la question. Est-ce que ces changements qu'on est toujours préoccupé, est-ce qu'il y a vraiment une influence dans les goals que j'en casse quand je perds la situation de gardien volant? Je vais anticiper, Zico. C'est très bonne question. C'est une question pertinente, d'ailleurs. Je te dis, exemple, quand on met un powerplay, il faut savoir nous sommes dans un système de synchronisation, qui soit le powerplay même qui va sortir, qui va rentrer, mais on a aussi des tâches de chaque jour, des obligations. Exemple, j'ai un joueur, automatiquement, dès qu'il y a une attaque qui gêne, il y a Rafa qui va être content parce que je dévoile beaucoup de choses. automatiquement, comme mon ballon est franchi de la ligne rouge vers la dernière ligne, j'ai un joueur qui automatiquement, lui, trace vers le but. Et j'ai d'autres joueurs qui ont perdu des balles, ils sont déjà, tout ce qu'on est fractionné, vous devez savoir que vos joueurs, ils vont savoir attaquer,
ils vont savoir quand ils vont perdre le ballon, où ils vont être chacun. Je ne joue pas pour moi, mais je joue aussi pour les autres. Mais jouer automatiquement, j'ai perdu un ballon, par exemple, dans un couloir gauche, haut, vous êtes là, haut, là-bas dans le point du corner. Mais joueur, automatiquement, il doit savoir qui va attaquer. Mais dès que le ballon est déjà rentré, j'ai un joueur qui est parti déjà de mon but. C'est pas le problème. La vitesse et les changements des gardiens, ça va rien changer par rapport à ça. Mais que j'ai une synchronie défensive, que tout le monde il va occuper les espaces que la plupart du temps, les équipes vont vouloir sortir. Ça, c'est ma première réponse. Si les amis aimeraient bien partager, c'est important. Et pour moi, pour répondre à Rodrigo, pour moi, c'est compatible. Si j'ai un vrai joueur bien entraîné pour défendre après la perte, lui, il va le faire. Mais après, si en plus j'ai un joueur qui doit faire les changements qui est proche devant, ça c'est bien aussi. Je fais tous les deux en même temps. Il y a quelqu'un qui va les presser, il y a quelqu'un. Après, si j'ai la chance d'avoir un joueur et c'est super comme gardien, je vais même pas faire des changements. Ou un gardien comme Higuita, qui peut faire la même chose, je le ferai venir et tout. Mais je pense que tous les entraîneurs qui on est là, même quand on travaille les joueurs 5 offensifs, on a des formules, on a des mécanismes qui sont déjà préétablis une fois qu'on a perdu la balle. Et André, tu vois, je vais dévoiler aussi un petit peu les choses que je sais, comme ça on est en égalité. Mais normalement, pour moi, les deux joueurs qui sont plus proches au ballon, une fois qu'on a perdu le ballon, on va faire une prise à deux. Il y a un troisième qui va revenir vers la cage, l'autre il va venir à faire les changements. Okay? Ça, c'est toujours comme ça. Alors, si j'ai la chance d'avoir un joueur qui presse bien les ballons, super. Mais en même temps, si j'ai les gardiens Borland et le plus proche au banc pour faire les changements, c'est super aussi. Comme ça, j'ai toute la sécurité avec moi. Moi, si je peux ajouter quelque chose, parce que depuis tout à l'heure, j'écoute, je laisse parler les spécialistes. Mais ce que je pense par rapport à tout ce qui est rajouté, c'est qu'il y a aussi le phénomène d'adaptation. C'est-à-dire qu'on peut avoir un 5 de base qui est fixé, qui est spécialisé, qui est très fort, mais si on peut avoir des joueurs qui sont capables de s'adapter, si on peut avoir des joueurs intuitifs à la fois sur l'aspect offensif comme défensif, je pense que c'est une bonne carte à jouer. Et à ce moment-là, on n'est pas axé sur 5 joueurs majeurs et on peut être axé sur des joueurs qu'on peut changer ou ne pas changer. Parce que aussi, ce qui est ultra important, moi je pense, dans le power play, c'est cette capacité de pouvoir prendre la bonne décision au bon moment. Parce qu'à un moment donné, si on fait l'espace, on est d'accord que le power play, à l'inverse, c'est dangereux, la perte de balle. Et que si on ne réagit pas suffisamment vite, on peut prendre un but. Et c'est là où il est important de pouvoir prendre la bonne décision au bon moment. Quand je fais passe, où je me déplace, mais aussi c'est à la perte de balle, comment je réagis pour pouvoir récupérer ce ballon relativement. Donc, je pense qu'il y a ces deux éléments-là, adaptation, joueur intuitif, qu'il faut aussi rajouter dans cette très belle présentation et argumentation de tout l'ensemble des partenaires présents. Et je pense qu'il y a aussi le côté stéréotypé des systèmes. Il faut partir d'une base stéréotypée, mais qui doit être capable d'être évolutive. Toujours, comme le disaient bien André et Lucas, qui puisse amener cette surprise par rapport à l'adversaire, afin que l'adversaire soit dans la réaction et pas dans l'action. Peut-être encore un commentaire, Alberto, par rapport, on a posé la question, j'ai vu combien de temps on donne par session d'entraînement au powerplay. Et on englobe aussi le nombre de joueurs. Ça dépend un petit peu aussi, la réalité de chacun n'est pas la même. Celui qui entraîne 2 fois par semaine, celui qui entraîne 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, la réalité va être différente. Si tu entraînes 1 ou 2 fois par semaine, je pense qu'il faut plus partir sur un 5 de base, on va dire comme ça, qui joue gardien volant et les entraîner un maximum. On pensait peut-être à un remplaçant ou l'autre. Maintenant, si tu t'entraînes beaucoup plus, tu peux investir beaucoup plus de temps et là, tu peux aussi incorporer plus de joueurs et aussi voir la spécificité de certains joueurs parce qu'un bon passeur n'est pas non plus forcément un bon finisseur. Donc, tu peux aussi avoir des joueurs spécifiques par rapport au système de jeu que tu emploies. Et par rapport à ça, c'est notre ami Loïc d'Esquadra Moucron qui nous a cette question.
Moi, je n'avais pas cette pensée et pendant ces temps qu'on est beaucoup à la maison, mais on profite pour étudier. Lucas et moi, on est dans les mêmes cours, je pense, par rapport à ça. Et une statistique, c'est que presque tous les matchs de futsal dans le monde, il y a une situation de gardien volant. Dans toutes les matchs du monde aujourd'hui, ou que ce soit à 5 minutes de la fin et à 10 minutes de la fin. Et je ne sais pas le pourcentage, mais ça décide les matchs à ce moment-là. Donc, théoriquement, tu dois s'entraîner tous les jours cette situation. Parce que soit tu dois utiliser en attaque, soit tu dois utiliser en défense. Mais maintenant, ça revient à ce que coach Lucas vient de dire. Ça dépend de ta réalité. Si j'ai un entraînement par semaine, comme la plupart des équipes ici en Belgique, ou une grande partie des équipes, mais tu ne sais pas faire tout ce que tu as besoin de faire pendant une heure quart, une heure et demie, et même à deux entraînements par semaine, parce que ça, c'est ma réalité. Donc, voilà quoi. Et pour compléter ici, je ne sais pas, Monsieur Deli, je ne sais pas le nom, peut-être c'est un homme, il dit qu'on n'a pas de problème avec cela, parce que j'ai un gardien qui joue avec les pieds. Mais lui, plusieurs fois, il n'était pas présent dans la situation de gardien volant quand j'avais besoin peut-être de marquer. On a une question aussi pour Clément. Il dit à la mi-temps d'un match, est-ce que vous utilisez des exercices de prévention, des boissons, nourriture, etc. pour favoriser la récup et la prévention des blessures? Ouais, ça on peut le faire. Après, il y a aussi une chose, je n'ai pas parlé trop par rapport au match, mais il est important d'avoir des joueurs qui soient déjà prééchauffés, prêts à rentrer. Quand on fait un échauffement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un échauffement dure 15 minutes. Voilà, son effet, si on ne fait rien derrière, ça dure 15 minutes. Donc, si on est arrêté pendant 15 minutes, il faut réactiver. D'accord? Sinon, au bout de 30 minutes, on perd complètement l'effet de l'échauffement. Donc, si vous avez un joueur, par exemple, que vous ne faites pas rentrer de la première mi-temps, il a intérêt à s'échauffer et déjà à tenir. Derrière des exercices avant de rentrer. Ensuite, tout ce qui est boissons, oui, boissons énergétiques, c'est important. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces boissons énergétiques ont des impacts sur tout ce qui est dentaire. C'est-à-dire que c'est riche en sucre, etc. Et donc, ça attaque vachement les dents. Et on sait que les dents peuvent avoir des répercussions au niveau musculaire. Donc, il est important pour la santé du joueur, quand on prend ce type de boisson-là, de penser à se brosser les dents derrière, quoi. Donc, ça, c'est important. Ensuite, moi, j'utilise beaucoup, tout à l'heure, j'ai mis une photo dans tout ce qui était récupération, le TerraGun. Le TerraGun est un pistolet, moi j'appelle ça un pistolet mitrailleur ou marteau-piqueur. C'est un pistolet qui envoie, en fait, qui fait du massage, qui envoie par séquence des impacts au niveau du muscle, ce qui permet de faire une détente musculaire, un relâchement et aussi une stimulation au niveau de la circulation sanguine. Donc, ça permet également de maintenir l'échauffement et de préparer le joueur. Si vous avez 2 minutes, je peux vous le chercher, je peux aller vous le présenter. Hein, j'en ai pour 30 secondes même. Et je vous montre l'appareil pour ça. Mais c'est vraiment top ça. Je reviens de suite, Alberto, je vais le chercher. Je pense qu'il a une entreprise Il va faire la pub, il va faire la pub. Bon, c'est juste. Après, c'est vrai que ça dépend des contextes aussi, parce que c'est vrai que les boissons énergétiques sont beaucoup de sucre, mais je connais de partout des joueurs de futsal, surtout en France, qui voient la Coca-Cola, les jus d'orange, les Oasis, que c'est encore pire. Alors, ils vont voir les bénéfices, ils vont voir aussi les avantages et les inconvénients. Par rapport à tout ça, moi je pense que c'est important d'avoir faire tout le temps. Moi, si tu fais quelque chose, tu vas prendre ça, tu vas discuter peut-être avec un nutritionniste, te faire venir, faire une présentation. Ensuite, faire des choix et les faire pendant un certain laps de temps pour pouvoir avoir un résultat. Et pas faire des one-shots. Ah, cette semaine, on prend du coca, l'autre semaine, on prend… C'est vrai que c'est parfois important, c'est parfois difficile pour les clubs de prendre un budget
Mais au moins, si tu veux voir un résultat, il faut y travailler sur du moyen et du long terme par rapport à tous ces problèmes. Clément va tellement peut-être pour dire mieux que moi, mais je pense que faire des one-shots, c'est quand même assez difficile et compliqué. Ouais, les one-shots, c'est compliqué. Il faut un spécialiste derrière qui suive, hein, au niveau nutritionnel, hein. On est complètement d'accord, hein. Après, faire de la débrouille, oui, on essaie de trouver des solutions. Et des fois, en faisant la débrouille, on peut aussi faire des erreurs, des bêtises. Donc, par rapport à ça, il faut être vigilant. Je vous montre juste, là, c'est pas commercial, hein, mais par rapport ça tient dans une petite boîte comme ça, vous voyez. Moi, j'ai ça constamment. Alors, bien sûr, je vais donner l'astuce, mais j'ai ça constamment, moi, sur le banc. Il y a plusieurs. Alors là, vous voyez, c'est une spatule, mais il y a plusieurs embouts. Il y a aussi des ronds, des bosses, etc. Et ça, en fait, c'est un truc, regardez. C'est un masque. Vous voyez, c'est un masque, c'est comme un marteau-piqueur. Ça envoie à peu près 200 impacts par minute. Et on a tout ce qui est vraiment vibration, relâchement, détente, qui permet d'enchaîner. Et comme disait tout à l'heure donc notre ami André sur le powerplay, il y a plus de buts pris sur les powerplay en fin de match. Et avec ce jeu d'appareil, moi je peux vous garantir que les joueurs ils récupèrent relativement vite pour tenir vraiment le match jusqu'au bout, quoi. Ça c'est clair. C'était le petit truc. D'accord. Donc, on nous reste encore 2 questions. On va essayer de faire. On est déjà un peu dans les temps, mais on va finir avec. Demande André, on sait que certaines équipes ont plus de difficultés à défendre certains systèmes de powerplay. Choisis-tu donc ton powerplay en fonction des caractéristiques de tes joueurs ou des caractéristiques défensives de l'adversaire? Une grande pourcentage, il est réalisé pour le système offensif, déjà pour l'automatisation de le système. Mais aussi, je joue aussi quand je mets mon gardien volant, je joue en fonction de l'équipe adverse, comme ils vont positionner, comme ils positionnent. Je cherche à souvent déstabiliser défensivement l'équipe adverse, justement que j'ai pu rentrer avec une bonne qualité avec mon système offensif. Ok, si mon adversaire, ça dépend de l'adversaire, comme il va défendre 1-2-1, ok, défendre 2-2, je commence à rentrer dans l'autre système possible justement pour changer. La priorité, c'est pas simplement de mettre le powerplay, de vouloir marquer directement. Il y a plusieurs étapes établies. Et à ce moment-là, dès qu'il sait pour conserver, j'ai une méthode, dès qu'il sait pour conserver encore plus le ballon pour fatiguer l'adversaire. Et la troisième, c'est si j'ai besoin de marquer, je m'adapte à cette fonction-là. Et à partir de ça, je joue dans plusieurs systèmes automatiquement. Mais tout est automatisé. C'est que j'ai dit, prenez le powerplay comme le ballet, le théâtre, ouais, le ballet, qui soit tout synchronisé, que tous les mouvements ils sont bien faits. Un qui ne fait pas le taf, alors ça va tout chambouiller. OK? Ça, c'est le plus important. D'accord. Il y a une dernière question que j'ai reçue en privé, je ne vais pas vous dire qui pour dire Zico pourrait partager son jeu à 5 qu'il a pratiqué cette année en sortie de presse et demander aussi à Lucas quelle difficulté il a eu pour les presser. Il n'y a pas besoin de sortir tous tes secrets, mais après le débat de comment attaquer et comment répondre à ce type de sortie de presse, ça serait bien. Oui, je pense que la question, c'est quand, en fait, comme Zico a dit, il a un gardien qui sait très bien jouer au pied. Donc, qu'est-ce qui se passe par moment pour sortir de presse à 4 contre 4 si c'est difficile? Avec le gardien directement à 5. Donc, voilà, je pense que c'est un peu la question de la personne qui a posé. Je pense, si j'ai bien compris, ça doit être ça. Je me réfère aux éléments qui sont passés dans le Pas compris, je pense, la dernière part. Si tu peux répéter, Lucas. Parce que je pense que c'est les éléments qui se sont passés dans le match. En fait, ouais. Tu n'arrives pas à sortir 4 contre 4, sortir du press ou que tu as difficile. Zico ou les équipes qui ont un bon gardien qui sait jouer au pied peut déjà directement, dès qu'il y a une rentrée en touche dans la zone défensive,
font sortir le gardien du but et déjà commencent à jouer 5 contre 4 à ce niveau-là, D'accord. en sortie de presse. Ça, c'est la surprise. Pour compléter, je vais dire que c'est la surprise. Moi, il y a 3 saisons que j'ai la chance d'avoir dans mon noyau des gardiens qui jouent très bien en pied, comme Joévin Ducrot de l'équipe nationale de France et maintenant Mousse Idrissi. Et c'est un atout. Mais il faut voir des situations aussi. Il y a beaucoup comme je vais dire, des situations dans un match. Tu as déjà 5 fautes que tu peux, même sans un pressing de l'adversaire, tu peux l'utiliser comme le coach André a bien parlé. Dans quel moment tu peux utiliser des situations de gardien volant et non simplement quand tu perds un match. Donc, ça, comme Lucas a dit, c'était une des possibilités. Quand ton équipe est sur pression, sur une sortie défensive, tu peux mettre ton gardien sur les flancs, sur les ailiers pour arriver dans la zone de construction plus facilement. Et la difficulté pour l'équipe qui défend, c'est qu'à ce moment-là, tu dois presser, tu es mené ou c'est le moment dans le match où tu as décidé de presser et tu te retrouves à 5 contre 4. Normalement, un power play, tu te retrouves à 10-12 mètres de ton but. Mais là, tu dois laisser de l'espace parce qu'en fait, tu dois sortir pour continuer à presser tout en ne laissant le moins d'espace possible. Et qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Il faut essayer de transformer ce 5 contre 4 ou cette infériorité numérique, 3 contre 2 ou 2 contre 1, en une égalité numérique en laissant peut-être le joueur le moins important ou le moins facilement joignable par le porteur du ballon libre ou avec la couverture du gardien. Ça, c'est un peu le système qu'il faut essayer de défendre par rapport à une équipe qui joue, on va dire, pour ou sortir de presse ou alors pour maintenir le ballon avec un power play. Et pour compléter, si me permettre. C'est bon. Ouais. Ça va? Oui, vous écoute? Ouais. Mais et pour compléter, c'est pas nécessaire. Tu n'as pas vraiment besoin d'avoir un gardien qui joue avec les pieds. Si toi, tant mieux, mais c'est une situation tout à fait que tu sais s'entraîner avec un gardien qui est moins doué au niveau de son jeu de pied. D'accord. Donc, je pense qu'on n'a plus de questions. De toute façon, comme je vous ai dit, les autres jours, si vous avez des questions, vous savez dans les présentations, les mails de Clément et d'André, si vous voulez demander quelque chose, je pense qu'ils seront bien contents de vous répondre, de vous résoudre les doutes. Donc, pour ma part, remercier André, Clément et aussi Lucas Crenier et Rodrigo Sico qui nous ont accompagnés à la dernière part de la formation. Ils seront tous les deux sur les 2 prochaines présentations, donc c'est déjà un bienvenu pour eux. Remercier aussi Rafa, si vous avez aussi un mot pour dire à la prochaine. Je vous laisse finir et comme ça, on aura fait déjà presque 3 heures, ça sera déjà une bonne séance. Non, seulement dire que comme d'habitude, un plaisir partagé avec des monstres, des futsal et des passionnés. On est toujours ouvert à tout le monde à participer. On est toujours en train de chercher des participants avec l'envie de partager. Pas de dévoiler, mais de partager. Et on attend à tout le monde pour les prochains. La prochaine, comme tu as annoncé déjà, ça sera le système 3-1 dans mon côté. Et Lucas qui va faire les phases arrêtées, l'entraînement des phases arrêtées. Et on va sortir l'affiche dans les prochaines heures. Ce soir. La prochaine fois. Merci à toi aussi, Alberto, pour le travail que tu fais et merci à tout le monde pour être participatif, pour collaborer. Ça fait vraiment plaisir de trouver des mots qui sont en train d'essayer de faire plus grand les futsal, en train de partager.
Moi, je vais dire un grand merci à tout le monde, à Zico, à Luca pour la participation, pour Clémence pour la présentation, Alberto et Rafa pour l'invitation, mais aussi à mes amis qui sont un peu partout, Jésus, et Gwen, et le coach et Walter qui est en train de bien écouter, mes amis qui ont partagé tout ça. À ces moments, c'était, comme on dit Rafa, c'est très important de partager son savoir-faire, c'est de partager la passion du ballon rond. C'est magnifique. J'ai dit aujourd'hui, j'ai passé à vos côtés un moment inoubliable de ma part, vraiment avec beaucoup de satisfaction qui nous fait voir le nombre de passionnés que nous avons à côté de ces sports-là. On a tout pour grandir tous ensemble. C'est l'union qui va les faire et notre partage qui va faire grandir nos forces. C'est pas les talents simplement de chacun, mais c'est d'unir ces forces-là et ces savoirs qu'on va grandir. Avec toute humilité du monde, un grand merci à vous tous. C'est impressionnant ces moments que nous avons passés ensemble. Vraiment. Merci à tous, hein. Ça c'est clair. Je voulais dire aussi un petit mot. Merci à tous de votre participation. Merci Alberto pour tout ce que tu fais. Franchement, c'est avec des initiatives comme ça qu'on avance et qu'on peut échanger. Et puis, il faut continuer dans cet état d'esprit-là, quoi. C'est génial. Le futsal, c'est une passion qu'on partage. Voilà, le futsal, la performance et tout ce qui va avec, quoi. Et sans tout le monde ici présent, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on a pu faire. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour toi et merci à tous ceux qui ont pu participer et écouter. Merci beaucoup. Donc, je vous emplace à lundi, si je ne me trompe pas, lundi, même heure, 16h. Ici, la fille, 16h, avec Rafa, système 3.1, et Luca, méthode de face arrêtée. Et remercier tout le monde, remercier les intervenants, remercier encore une fois Rafa, les deux invités aussi qu'on a eu à la fin pour les débats, c'était magnifique. Franchement, ça s'est jumpé, ça m'a plu énormément. Et aussi aux 40 courageux qui ont resté jusqu'à la fin, on a été encore plus que la dernière, donc c'est magnifique. Et à la semaine prochaine, à lundi prochaine, et restez courageux, restez avec la force. Il nous reste un jour de moins pour finir tout ça, donc force à vous. À la prochaine. Ciao.